Bonjour, bonjour à tous, bienvenue, c'est la première édition de la revue des grandes unes de la semaine. La presse est disponible en kiosque ce matin également, comme bien d'autres jours aussi, de lundi à vendredi. La nouvelle expression parle d'entrée à l'ENAM, un magistrat dénonce, c'est le grand titre du journal ce matin. Le journal fait savoir que dans une correspondance confidentielle et sous anonymat adressée au président de la République, il fait le top-6 des scandales à répétition que connaît l'École nationale d'administration et de magistrature après les résultats du dernier concours d'entrée. C'est en page 10 du journal qui parle également de la conférence des anglophones. Beaucoup d'inquiétudes reçues par le Premier ministre. La délégation des religieux conduite par le cardinal Christian Toumi a demandé que les décisions prises au sorti du dialogue soient donc appliquées 30 jours après le 4 octobre 2019. C'est en page 7. Le journal parle également de la cardiologie. Un Camerounais au sommet mondial. Une étude dirigée par et présentée par le professeur Aimé Boni a donc été primée comme l'une des 7 meilleures de l'année dans le domaine donc des arythmies cardiaques. C'est dans le dossier à lire de la page 8 à la page 9 ce matin. Et puis à Banjoun, on parle donc de cet élève qui a été tué par ses camarades. La victime était ciblée en raison de son opposition aux pratiques de jeux du hasard, de hasard dans l'enceinte de leur établissement scolaire. C'est en page 3 du journal disponible en kiosque ce matin. Et puis on parle de la crise anglophone avec Paula Tangandji qui sollicite les déplacés. Et donc le ministre de l'administration territoriale a indiqué comment les personnes ayant fui la crise dans les régions anglophones peuvent donc contribuer au retour à la paix, au retour de la paix. C'est ce que le journal dit donc en page 6 du numéro ce matin en kiosque. Sur le Messager, pour sa part, parle de préconsultation chez le Premier ministre. Le RDPC et l'administration confisquent le dialogue. Le journal précise qu'à l'origine, la convocation par le gouverneur du centre de 30 personnalités issues du parti au pouvoir pour les préliminaires. Samuel Kleda tacle le pouvoir de Yaoundé. C'est le dossier à lire de la page 3 à la page 4. Le journal s'intéresse également au Conseil national de la jeunesse. L'argent du dialogue divise. C'est ce que dit le journal en page 2. Le journal parle également des Lions indomptables. Comment Nassis Molekombi a imposé Tony Conceição comme l'un des techniciens portugais sans état de service, désigné donc comme successeur de Clarence Sidov, à lire dans le journal, la page 11 à la page 12 du quotidien. Le Messager disponible en kiosque ce matin. Et puis le Sahel parle du terrorisme. Le Bir vigile de l'extrême nord contre Boko Haram. C'est en page 2-3 du journal. Le journal parle également du champ 2020. Garoua accueillera la compétition. C'est le constat fait par le ministre des Sports et de l'Éducation physique et qui a donc fait le tour de cette partie de quelques stades de la République et notamment à Garoua qui va accueillir donc cette compétition. C'est le journal qui le propose également ce matin. Le même journal parle également des 4 terroristes neutralisés par l'armée camerounaise dans la localité de Kouyapé. Et également, on parle aussi d'autres faits, notamment du grand dialogue national dans le journal, les attentes de la Damawa et de l'extrême nord à lire dans le journal, disponible en kiosque aussi. C'est l'Édition. Le journal L'Équation, parle donc de l'honorable docteur Maître Faustine Fosso, qui est donc présentée ici comme une anticonformiste au nom de l'amour pour son pays. C'est d'ailleurs l'article proposé par le journal L'Équation qui a également d'autres informations parlant du centre des urgences de Yaoundé. L'alerte sur le nombre croissant des patients arrivés morts, c'est le journal qui le dit. Le journal a d'autres informations à lire ce jour. Et tout comme le journal Émergence qui parle de violation des droits de l'homme, grave accusation contre le BI, donc le bataillon d'intervention rapide, et c'est également à lire en page 3. Et le même journal s'intéresse aussi à autre chose, parlant de la préparation du grand dialogue national, de scandale en scandale, à lire dans le journal disponible en kiosque ce matin, et puis d'autres informations aussi, tout comme Éco-Santé qui parle donc de l'humanisation de soins et services dans les formations sanitaires, le plan de développement de l'hôpital régional annexe DDA, à lire dans le numéro disponible après notamment l'accident vécu en début de week-end. C'est le numéro qui le précise avec d'autres formes, d'autres informations à lire dans le journal Éco-Santé en kiosque. Le journal L'Essentiel parle donc de coaching des Lions indomptables. Conceição, donc père avant même de jouer, il a fait des déclarations qui tout au moins accusent notamment
également certains responsables et aussi dit merci à Paul Biya, à peine arrivé, alors qu'il n'a même pas encore joué. C'est ce que le journal précise également ce matin. C'est dans le dossier proposé par l'Essentiel. Le journal qui est en kiosque, c'est le quotidien de l'économie qui parle de grand dialogue national. Le GICAM porte les attentes du secteur privé au Premier ministre ce matin. Et selon bien sûr le journal qui fait savoir qu'en prélude notamment aux échanges et qui s'ouvre lundi 30 septembre prochain 2019, donc John Gouttet, c'est le Premier ministre qui a donc reçu une délégation des patronats sous la conduite de Célestin Tawamba, président du groupement interpatronal donc du Cameroun, à lire dans le journal ce matin qui parle des stratégies purement économiques pour effacer la lourde facture des pertes de la communauté des affaires. C'est en page 3 du journal, disponible en kiosque. Le journal a également d'autres informations que je vous invite à lire. Le journal Le Jour parle de la crise anglophone. Un professeur arrêté pour avoir parlé à ses élèves. C'est justement ce que le journal dit. Et avec notamment ce qui a été évoqué comme le nom de Maurice Kamto. C'est parce qu'il a cité son nom plusieurs fois et que tout cela lui est arrivé. C'est le journal qui le précise d'ailleurs ce matin. Et avec aussi le film de son arrestation. C'est à découvrir dans le journal Le Quotidien Le Jour qui a d'autres informations aussi. Mutation pour sa part, parle de désignation du sélectionneur national. Manque de coach, c'est ce que le journal dit. Et d'autres informations aussi. Et tout comme le soir hebdomadaire qui est en kiosque, qui parle donc, qui présente les 35 bâtisseurs de la paix au Cameroun à lire dans le journal. Le même journal parle donc de fin de parcours. Voici donc le temps du dialogue national. C'est ce que dit le numéro disponible ce matin. Le journal est donc en kiosque, tout comme intégration qui parle de forme de l'État, ce grand tabou qui hante le Cameroun. Pourquoi ne pas parler de ça également? C'est ce que le journal pose comme question, mais avec des éléments de réponse que je vous invite à lire ce matin dans le journal disponible, c'est intégration et aussi d'autres tabloïds. Le Financier d'Afrique parle également des paiements donc individualisés avec 200 millions de francs CFA d'économie salariale dès le premier mois. C'est ce que le journal propose. D'autres informations sont aussi à lire sur le plan économique. À lire dans le journal Le Financier d'Afrique de ce matin. Cameroun Tribune qui en kiosque s'intéresse également en préparation de ce grand rendez-vous du dialogue national. Donc Moral Authority, donc avec également des supports, des initiatives qui sont aussi proposées selon notamment le journal disponible. Avec ce dossier, il y a d'autres informations à lire dans le journal Cameroun Tribune de ce matin. Et puis, Repère s'intéresse à ces consultations en vue du dialogue national de bon augure, c'est ce que dit le journal, et d'autres faits également à découvrir dans le numéro ce matin. Kalara qui parle également des fichiers soldes de l'État, mensonges et vérité autour de l'affaire Emmanuel Lebou. C'est ce que propose le journal dans un dossier à lire de la page 6 à la page 8 de ce jour. Le journal parle également d'affairisme. Madame Bengo poursuit un militaire pour 5 millions de francs CFA. Que s'est-il passé? C'est à lire dans le journal disponible en kiosque. Voilà du moins ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu ces premiers jours de la semaine à notre rédaction. Alors, sur ce plateau, pour commenter quelques sujets, Donald Brice Kamga, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour au DP, bonjour à nos téléspectateurs, ravis d'être là ce matin. J'espère qu'ils ne seront pas déçus de nos analyses. Très bien. Alors, vous avez un DP en face de vous, c'est Bernard Batana, bonjour. Good morning, good morning, Souboum. Good morning, Shah. It's a big pleasure to be there. Je vais entrer dans cette revue aujourd'hui par cette nouvelle qui est plutôt triste. Un élève qui a été assassiné parce que, justement, il s'est opposé au jeu de hasard. Il faut dire que la délinquance juvénile s'aggrave et atteint la côte d'Alès. Il faut que les pouvoirs publics, il faut que les autorités, le ministère des enseignements secondaires et toutes les autorités prennent cette affaire au sérieux. Parce que au-delà de cet assassinat, on voit aujourd'hui dans les quartiers comme Douala et autres, ce que les enfants appellent le retour. Lorsqu'il y a une bagarre quelque part, on peut appeler des renforts, des petits délinquants qui viennent avec des armes blanches pour venger leurs amis. Je pense que la côte d'Alès est presque atteinte et les autorités devaient prendre en cœur ce problème de délinquance juvénile et de dépravation des mœurs au sein des jeunes. Alors, vous n'avez pas dit bonjour à Jiska Bunga, c'est un journaliste. Il est à l'Est Cameroun, un membre de la JC Pro Santé. Oui. Vous connaissez? Oh, oui. C'est un fidèle téléspectateur également. Il a demandé qu'on vous dise bonjour. Bonjour Justin, c'est un plaisir. Donc, alors, la presse qui est disponible ce matin avec des sujets aussi intéressants, je vous invite à faire le tour de quelques titres proposés par les tabloïds, notamment la nouvelle expression qui revient encore sur le cas de l'entrée à l'ENAM avec ce magistrat qui dénonce carrément, dans une correspondance adressée au président de la République, le gars fait le tour
Oui, lorsque la presse fait état d'un certain nombre de dérapages dans le concours d'entrée à l'ENAM, il faut déjà rappeler que il n'y a plus une session de concours à l'ENAM sans scandale. Hein. C'est devenu presque la norme. Les tripatouillages, les doubles listes, des rafistolages, trafic d'influence. Donc, c'est devenu presque la norme à l'ENAM. Et si c'est un magistrat qui le dit, vous avez lu cette correspondance fleuve adressée au chef de l'État avec des précisions, un certain nombre de détails. Le magistrat révèle notamment que ce sont ces étudiants les plus médiocres, les plus cancres qui réussissent au concours d'entrée à l'ENAM, alors que les plus brillants, les meilleurs, à son sens, ont passé les admissibilités pour certains pendant 3 ans, pour d'autres pendant 4 ans et n'ont jamais été admis dans cette école. Il ne va pas quand même laisser croire que tous ceux qui sont sortis de l'ENAM aujourd'hui sont médiocres? Bon, de toutes les façons, si nous évaluons la performance de notre fonction publique, qui est essentiellement faite de personnes sorties à l'ENAM, les hauts cadres de l'administration camerounaise en tout cas, si nous évaluons la performance de notre fonction publique par rapport aux autres États africains, par rapport au reste du monde, il est évident que nous sommes très en deçà de la moyenne. Vous savez que la prison centrale de Yaoundé regorge pour l'essentiel des anciens pensionnaires de l'école normale, l'école nationale d'administration et de magistrature. Ça signifie que notre ENAM ne forme pas forcément une élite qui contribue au développement. Ah oui. Bernard, c'est la même analyse, oui. Le même commentaire que vous faites. C'est vrai qu'il ne nous revient pas à nous, modestes, sur ce modeste plateau, d'apporter un jugement de valeur par rapport à une prestigieuse école qu'est l'ENAM. Mais il faut décrier les pratiques qui ont cours dans les concours d'entrée, que ce soit à l'ENAM ou les autres grandes écoles. Ce n'est pas seulement à l'ENAM où ce ne sont pas toujours les plus méritants qui réussissent. Mais seulement, c'est là-bas qu'il y a plus de scandales aussi. Oui, et on connaît comment cela se passe. On connaît comment cela se passe dans les coulisses. On a déjà décrié. Ça, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres de dénonciation, des pratiques qui ont eu recours à l'ENAM et dans les grandes écoles. Et la preuve, comme l'a dit Donald Brice, on dépense beaucoup d'argent pour avoir accès à l'école nationale supérieure de l'administration et de la magistrature. Et en retour, il faut qu'une fois à l'ENAM, qu'on rembourse les dettes. Et pour rembourser, il faut trouver de l'argent. Et pour trouver de l'argent, on puise dans les caisses de l'État. Et finalement, on se retrouve à Kondengui. Moi, je pense qu'il faut que les choses se passent suivant les règles. Que les plus méritants soient retenus. Et que, en dehors de toute corruption, de toute influence, de toute autre pratique qui ne sont pas, qui sont peu ordinaires et qui ont n'oubliez pas que le monde concours, il faut un nombre de places limité. Tout le monde connaît. Et puis il y a aussi cette histoire d'équilibre régional où tu peux pas, tu n'es pas forcément le plus méritant, mais tu réussis. Ça, on le connaît. Ça, on le sait. C'est pour que toutes les provinces, toutes les régions soient représentées. Mais à côté de cela, il y a des pratiques peu orthodoxes. Il y a des pratiques de corruption que tout le monde connaît dans les grandes écoles et qu'il faut endiguer. Moi, je pense même que voilà un sujet qu'on peut mettre sur la table du grand dialogue national. Très bien. Alors, Donald Brice Kambouga, à côté de l'entrée à l'ENAM, évoqué ici par un magistrat qui dénonce finalement, sous anonymat, il faut le rappeler, il y a quand même ce cas évoqué aussi par Bernard Batana Lantam, à Banjoun, cet élève qui a été tué par ses camarades. Oui, la délinquance juvénile, notamment en milieu scolaire, a pris de la côte dans notre environnement. C'est aussi dû au fait que nous sommes dans un pays où l'école est en crise, mais nous refusons évidemment d'adresser le problème de façon sérieuse, de façon sincère. Aujourd'hui, si vous parcourez la plupart des établissements scolaires, ils sont entourés des snack-bars, d'un certain nombre de gargotes, et c'est un environnement évidemment dans lequel le savoir ne peut pas être dispensé. Allez au lieu d'Yann Raphaël ici, à quelques encableux de l'université de Douala, vous verrez que ce sont les snacks, les boîtes de nuit qui partagent un quotidien
avec les étudiants. Évidemment que dans un tel environnement, on ne peut que assister à ce type de violence. La consommation de la drogue en milieu jeune a pris également de la côte ces dernières années au Cameroun. Les chiffres sur la question en disent long. Évidemment, on a fait à une jeunesse, qu'elle soit scolarisée ou moins scolarisée, une jeunesse qui n'a pas de repères, non seulement n'a pas de repères, mais parfois n'est pas occupée et donc se livre à ce type de pratiques avec le développement, la propagation exponentielle malheureusement de la violence, comme c'est le cas pour cet élève qui a été assassiné. Alors, on parle de cet article dans le journal en page 3 de la Nouvelle Expression ce matin. Autre chose, il y a un sujet qui fait le tour de plusieurs tabloïds. Il s'agit de ce grand dialogue national. Le traitement est diversifié et varié. Voyez-vous, il y a des questions. Émergence, par exemple, qui parle de violence des droits de l'homme. Grave accusation contre le BI. C'est dans le Septentrion également. Donc, il y a des préparations du grand dialogue national, des scandales en scandale, c'est Émergence qui le dit. Bon, je ne sais pas ce que Émergence appelle scandale, mais moi je pense que c'est des critiques, hein, c'est des réserves que les uns et les autres apportent à la contribution d'une réussite de ce dialogue national. Et il y a un journal Intégration qui a parlé d'ailleurs de ces sujets tabous qui hantent, parce que depuis on a trop parlé de la forme de l'État et le journal a presque, comme on le dit, percé l'abcès pour dire que pourquoi pas parler de la fédération, de la confédération, et même il est allé plus loin en parlant du séparatisme. Nous on pense que aujourd'hui on est au stade des consultations et qu'il s'agit d'une corbeille qui est ouverte où toutes les sensibilités doivent s'exprimer. Monseigneur Cléda, par exemple, a émis des réserves. Par la faute au fait que c'est le Premier ministre qui préside cette grande rencontre. Pour lui, on ne peut pas être juge et parti. Ça, c'est une réserve. Il y a aussi la réserve du cardinal Toumi qui a appelé à l'honnêteté intellectuelle des uns et des autres. Le SDF, en tant que sentinelle, et moi j'ai beaucoup apprécié là, qui allait pour dire non, les gouverneurs ne jouent pas franc jeu. Parce que dans le casting des élites, des commerçants, il y a la majorité des militants du RDPC. On l'a vu dans la région du centre, c'est évoqué dans la presse. Et cela veut dire qu'il ne faut pas que, au départ, que les jeux soient faussés, que les dés soient pipés. Il faut que, à l'origine, que la transparence soit assurée et que toutes les sensibilités s'expriment. Parce qu'ici, il s'agit d'un dialogue national. Il ne s'agit pas d'une élection politique où les uns et les autres vont défendre les positions de leur parti ou bien les positions de leur ethnie. Il s'agit ici de la nation, d'une question qui interpelle tous les Camerounais. Et chacun doit apporter du sien. Et je pense que c'est de la critique que va réjaillir un consensus qui va résister à la contestation. Mieux le dialogue est élargi, plus on en gagne. Moi je pense qu'il faut, parce qu'on a vu partout dans la presse là, il faut dépassionner les débats et dépersonnaliser les choses. Ce qui est important, ce ne sont pas les individus, mais c'est la nation qui va rester. Nous, on va passer. Les partis politiques vont passer. Nous sommes les acteurs de l'histoire. Et nous devons répondre devant l'histoire. Qu'est-ce que nous aurons fait face à l'histoire? Est-ce que nous allons faire un dialogue national biaisé ou bien un dialogue national qui prend compte toutes les sensibilités? Voilà la grande question. D'accord. À côté de ce grand tabou qui hante le Cameroun, parlant notamment de la forme de l'État, il y a le journal Le Soir hebdomadaire qui fait savoir, qui parle de fin de parcours. Voici donc le temps du dialogue national. Oui, je ne partage pas forcément l'optimisme de ce journal. Évidemment, en raison des éléments que vous avez évoqués tout à l'heure. Bernard parlait tout à l'heure de cette liste de la région du centre. Je rappelle que c'est une liste qui a une trentaine de personnalités et essentiellement des
militants du RDPC, le parti au pouvoir, essentiellement des directeurs généraux militants, une fois de plus, du RDPC. Ça fait un véritable tollé. Le social-démocratique Front Centre, dans sa branche régionale, pour le centre, a insisté sur ce scandale, puisque c'est un scandale. Il me semble que lorsqu'on parle de consultation, il faut prendre toutes les sensibilités si on veut vraiment aller vers un dialogue franc. Deuxième élément, vous avez lu certainement cette sortie du trésorier national du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, cette lettre, ce communiqué qui fait le tour de la toile et qui indique que le Conseil a reçu au Premier ministère plus d'1 million de francs CFA et que le partage de ce montant-là n'a pas fait consensus. Ce sont dans les à côté de ces consultations. Non, vous faites de l'euphémisme en disant les à côté. Ça entre dans les scandales. Pour reprendre Émergence ce matin, ça entre dans les scandales de cette affaire. Combien de personnes constituaient cette délégation pour recevoir plus d'1 million de francs CFA? Pour l'instant, le montant exact n'est pas encore connu, mais c'est au moins plus d'1 million, puisque l'aile contestataire du SCNJC révèle que l'argent dont ils se sont accaparés après cette dispute, c'est 1 million de francs. Donc ils ont reçu plus d'1 million de francs CFA. Parce que c'est une question de partage en ce moment. Alors plusieurs groupes sont passés. Ça signifie que, eh bien, d'autres organisations ou d'autres personnalités auraient probablement reçu les mêmes montants ou un peu plus. Donc voilà encore un gouffre à sous manifestement que l'on a créé, une occasion pour certains de se mettre dans les poches, une occasion de détournement de fonds publics, alors que certains avaient pensé que il y a de belles intentions derrière cette annonce de dialogue. En tout cas, ça nous conforte dans l'idée qu'il faut rester réservé, il faut observer tel que les choses se déroulent et pour l'instant, le dialogue semble mal embarqué, comme disait un sociopolitiste. Alors, parlant de la conférence des anglophones avec beaucoup d'inquiétude, c'est ce que le journal dit, la Nouvelle Expression, pour dire que le Premier ministre, qui a reçu d'ailleurs la délégation des religieux, conduite par le cardinal Christian Toumy, il y a eu des réserves, il y a eu des réactions, mais le cardinal Christian Toumy donne 30 jours, en tout cas il propose 30 jours après le 4 qui sera le dernier jour de cette consultation. Pour dire que les 30 jours doivent permettre à ce que les choses se mettent en place. Oui, il faut dire que au-delà de cette rencontre, il y a quelque chose qu'il faut retenir. C'est que les chefs religieux ont parlé, ont donné leur point de vue. Ils ont mis leur désir, leur doléance, à savoir la forme de l'État, à savoir la rotation à la tête de l'État entre les anglophones et les francophones. Bon, maintenant, sur la conférence générale, je pense que cette proposition vient à point nommé. Il vous souvient que la conférence tripartite qui a eu lieu n'avait pas connu de suivi et que aujourd'hui, il y a un goût d'inachevé par rapport aux travaux qui ont eu lieu au cours de la conférence tripartite. On se sert de cette leçon de l'histoire. On regarde cette leçon de l'histoire pour penser que les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets. Par conséquent, il faut mettre des garde-fous. Le garde-fou ici, c'est de mettre un comité de suivi par rapport aux résolutions du dialogue national. Mais en tout état de cause, 1991, il y avait un comité de suivi. Bon, alors, quel est donc le statut, juridique, parce que cela suscite des questions. Quel est le statut juridique du dialogue national? Quel est le statut juridique des résolutions qui seront prises? Est-ce que ce sont des résolutions impératives ou indicatives par rapport à la marche de notre pays? Voilà autant des interrogations auxquelles il faut trouver des réponses. Est-ce que ce sera impératif 30 jours après, et à 30 jours après la rencontre, le dialogue national, que ces résolutions soient mises à exécution? Cela veut dire en clair que les résolutions auront un caractère impératif. Est-ce qu'en face, les pouvoirs publics pourront accepter cette proposition? That's the question. Donald? Bon, je suis, moi, gêné par cette volonté d'étouffement des opinions. Vous savez, nous sommes partis pour des consultations en vue d'un dialogue. Un dialogue, c'est un échange entre
ou plusieurs personnes en vue de trouver une solution à un problème. Il n'est pas dit que c'est un référendum pendant lequel on demandera aux gens qu'est-ce que vous souhaitez entre le fédéralisme, la décentralisation et que sais-je encore. Je comprends personnellement pas pourquoi est-ce que les gens évitent de parler de la forme de l'État. Les gens évitent de parler de la révision de la Constitution, par exemple, alors que plusieurs fois notre loi fondamentale a été modifiée selon un certain nombre d'agendas et de calculs politiciens. Non, moi ça me dérange. Il faut laisser les gens s'exprimer. Si un enfant vous dit « Papa, j'ai mal à la tête » et vous refusez de voir et vous touchez plutôt le pied, il viendra au moment où soit il va se radicaliser, soit la blessure, le mal va s'aggraver. Il faut regarder et lui dire peut-être que pour l'instant, à l'état actuel, je n'ai pas la solution au problème. Donc pour dire quoi? Pour dire que la forme de l'État qui est en craint, il faut pouvoir en parler. On sait que c'est un problème. Et évidemment, si vous voulez un avis personnel, ce n'est pas tant la forme de l'État qui résolverait les problèmes. Parce que si on part au fédéralisme ou à toute autre forme, et que la malgouvernance persiste, parce que dans les revendications qui sont exprimées, tous les Camerounais, y compris les séparatistes, partagent un même point de vue sur la gouvernance, à savoir que la gouvernance actuelle ne nous donne pas de l'eau, de l'électricité, des routes, et donc n'est pas favorable à nous, en tout cas pour la plupart des Camerounais. Donc, sur ce point-là précisément, il y a au moins un consensus national qui se dégage. Si la forme de l'État est l'une des préoccupations des uns et des autres, qu'on la pose sur la table, même si le contexte actuel, dans le contexte actuel, glisser vers le fédéralisme pourra avoir des risques en raison de la conjoncture. Alors, ce sont des sujets, en tout cas c'est un sujet qui est également à lire dans le journal. Le traitement, on l'a dit, et qui est donc diversifié et varié selon des consultations qui se déroulent et également ce qui vient des régions et même aussi, peut-être j'ai parlé des à côté tout à l'heure, quelqu'un d'autre estime que c'est pas ça, c'est plutôt des scandales, parlant de ce Conseil national de la jeunesse, qui parle de l'argent du dialogue qui divise, et aussi, mais je propose qu'on parle cette fois des Lions indomptables. Comment Mole Kombi a imposé un entraîneur aux Lions indomptables. Ça, c'est le Messager qui le dit. Et dans plusieurs autres tabloïds ce matin, on peut découvrir qu'il s'agit de quelqu'un qui n'a pas d'expérience, assez d'expérience pour venir entraîner les Lions. Qui est donc le nouvel entraîneur des Lions indomptables? C'est le quotidien Le Jour qui pose cette question. Mutation parle donc de manque de coach, finalement. Alors, vous savez, quand un sujet glisse dans le sport et le football en particulier, on est mal à l'aise à parler de ça parce que il y a pas mal de sous-entendus, il y a pas mal de tractations qui aboutissent à la désignation d'un entraîneur national et autres là. On a épilogué sur un éventuel entraîneur qui soit du Cameroun, qui soit noir, un sorcier blanc, un sorcier noir et autres là. Moi je pense que, en tout cas de cause, hein, le ministre a désigné un entraîneur qui est contesté, comme tous les autres entraîneurs qui sont passés. Il fait d'ailleurs ici son baptême de feu par rapport à sa carrière. Il n'a jamais, et comme le disent les tabloïds, il n'a jamais dirigé une équipe dans une haute compétition. Et ça, on peut s'interroger. Quelqu'un qui n'a pas des états de service visibles et palpables, comment peut-il avoir les faveurs d'une équipe nationale à la veille d'une échéance comme la Coupe africaine des Nations? Nous, on peut s'interroger sur le choix de cet entraîneur. Parce que quand on fait le casting, il y a un certain nombre de conditions qu'on pose pour être retenu comme entraîneur. L'une des conditions, c'est d'avoir des états de service au niveau de la carrière. Mais là, on a l'impression que ça se passe à tête chercheuse et qu'il y a d'autres conditions qui ne sont pas visibles, qui sont informelles, qui concourent à la désignation d'un entraîneur. Alors, vous donnez raison au Messager qui dit que c'est le ministre qui l'a choisi. Ce qu'il faut attendre, c'est le ministre qui est la tutelle, mais ce qu'il faut attendre, c'est les résultats, ce que nous voulons, ce que le grand public veut, ce que nous les supporters de Lyon on attend,
C'est la victoire. D'accord, ne vous posez plus de questions sur c'est la victoire. Les états de service. Vous n'allez pas nous empêcher de constater que l'entraîneur que nous a apporté n'a pas des états de service. Vous n'allez pas nous empêcher. Il y avait quand même il y avait des Camerounais en tout cas sur la shortlist. Oui, aussi. Parmi lesquels Patrick Mboma qui était pressenti pour seconder le Uruguayen Gustavo Poyet au banc de touche des Lions. Faute d'honneur, c'est finalement le Portugais Da Silva qui a été retenu par le ministre. Bon, il y a quelques curiosités quand même, c'est que je lis dans le message ce matin que l'instruction est venue de la présidence de la République. Ça encore, c'est grave. Si pour notre football, si tout qu'il faut forcément sensible. Si pour me donner la parole sur ce plateau, vous devez vous référer à la présidence, finalement, non, il faut être sérieux. Je pense que cet entraîneur qui a parcouru une dizaine de clubs, 14 précisément, j'ai parcouru son CV, j'observe que le plus souvent, il n'est pas 2 ans à la tête d'un club de Ligue 1, Ligue 2 portugaise, soit dit en passant. Si on le compare à Patrick Mboma qui n'a certainement pas une expérience d'entraîneur, c'est vrai, mais qui a l'avantage, qui aurait eu l'atout de maîtriser l'environnement local. C'est un Camerounais qui évolue ancien international bien connu, respecté dans les milieux du football. L'avantage qu'il aurait, c'est qu'il maîtrise des acteurs nationaux, il connaît les batailles qu'il y a à la FECAFOOT, au ministère des Sports, au sein du gouvernement, des acteurs tapis dans l'ombre qui agissent et qui tirent les ficelles dans l'ombre. Moi, j'attends d'un entraîneur qu'il ait une forte personnalité parce que dans l'environnement camerounais du football, il y a beaucoup d'intérêts qui s'entremêlent, beaucoup d'acteurs qui s'interfèrent dans la gestion quotidienne du football. Et donc, si un entraîneur n'a pas les couilles pour faire imposer sa volonté, pour mener le bateau vers où est-ce qu'il souhaite qu'il aille, il y a des raisons de s'inquiéter. Attendons de voir. Le choix du ministre a été fait. Je crois que sur le plan légal, il essaie de parcourir les textes, évidemment, soit le choix est fait par le ministère des Sports dans l'État, soit le choix est fait par la Fédération camerounaise de football. Au niveau de la loi, je pense que ça n'a pas été violé, mais au moins, le processus aurait voulu plus de transparence. Dans un État normal, on aurait souhaité plus de transparence, c'est-à-dire que pourquoi Da Silva a été choisi par rapport à tel autre, parce qu'on nous a dit qu'il y a eu 32 dossiers qui ont été épluchés par un groupe de travail mis en place à la FECAFOOT. Pourquoi Da Silva a été choisi et non pas un autre X, et non pas Patrick Mboma? Et je termine par là. Nous plaidons pour la nationalisation du pan de touche des Lions indomptables parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a l'avantage qui maîtrise l'environnement local, mais aussi les gens oublient souvent que dans les États qui se respectent, les symboles comme Patrick Mboma, Jean-Paul Akono et les autres, on les met en avant, on leur permet de donner ce qu'ils peuvent avoir au regard de leur expérience de footballeur. Évidemment, être un bon footballeur ne signifie pas qu'on sera forcément bon coach, mais au moins vendre ses compétences qu'on peut avoir ici. Très bien. Alors, vous avez dit tout à l'heure, et selon bien sûr le messager, que l'instruction est venue de la présidence de la République. Est-ce que c'est la raison pour laquelle Antonio a dit tout de suite merci au président de la République, président Paul Biya? Oui, c'est bien curieux. Avant qu'il n'ait même signé son contrat, parce qu'en réalité, il n'a pas encore signé son contrat. Avant qu'il n'ait même signé son contrat, il dit merci au président de la République. Et le journal Essentiel dit qu'il perd même avant de jouer. Oui, bon, ça c'est une formule, hein, c'est une figure de style. Il n'a pas encore joué. Donc on ne peut pas parler de perte. Nous, on veut qu'il gagne. Il faut parfois être positif. Nous voulons que nos Lions gagnent. Et puis je pense que devant des situations comme ça, il faut que les gens soient désormais face à leurs responsabilités. S'il perd, que le ministre perde avec lui. Que l'entraîneur, que celui qui l'a nommé perde avec lui. Que le ministre prenne ses responsabilités. Il est possible, Flavien, d'avoir un entraîneur national qui produise des résultats. L'expérience montre que les rares fois où on a donné l'équipe nationale de football du Cameroun à un entraîneur local, un, il n'a pas de salaire. Deux, le plus souvent, quand il y a des incidents, il n'a même pas
les frais de bouche lorsqu'il y a des déplacements. Bref, on crée un certain nombre d'incongruités, de dérapages qui font finalement, on lui dit, vous voyez, on lui a donné... Jean-Paul nous a fait sourire quand même, souvenez-vous. Absolument, mais pour combien de temps? Moins de 2 ans. Oui, mais quand on prend un entraîneur camerounais, même s'il gagne, on dit qu'il n'a pas gagné avec de la manière. Et plus souvent, c'est parfois le tiers ou le quart du salaire des expatriés. Très bien. Merci à vous. Vous aurez l'occasion de parcourir la presse et de lire pratiquement toutes ces informations et vous serez donc au courant. Et merci donc d'avoir été de nôtres ce matin. La prochaine édition c'est demain. Il sera à 9h20 sur Equinox. Bonne journée à tous.